Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode du podcast des jeunes du centre suisse. Aujourd'hui, pour un épisode assez exceptionnel, nous sommes à Vienne, au siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, en présence de monsieur le directeur général, monsieur Raphaël Grossi. Monsieur le directeur général, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir d'avoir cette conversation avec le centre suisse. Merci. Vous êtes directeur de l'AIEA. Et pour commencer ce podcast, j'aimerais peut-être parler un peu d'où vient l'AIEA, de l'origine de cette organisation, comment elle a évolué depuis sa création et de son rôle actuel dans le système des Nations Unies. Bon, je dirais que l'AIEA s'aligne sur la tradition multilatéraliste qui s'engage après la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas immédiat, dans le sens que les Nations Unies sont établies, comme vous savez bien, en 1945, mais déjà l'idée d'avoir une sorte de gestion internationale du nucléaire émerge au sein des Nations Unies et quelques années plus tard, et plus spécifiquement après un fameux discours du président Eisenhower, les fameux discours Atomes pour la paix, Atoms for Peace, où, à l'époque, il faut se souvenir, c'était la guerre froide, et donc il dit, bon, l'énergie nucléaire, les nucléaires, en général, c'est pas seulement pour la destruction, on peut aussi travailler pour la paix, pour la vie, etc. Et donc, il propose l'établissement d'une agence comme ça. Finalement, après quelques années de négociations pour un statut de cette organisation internationale, elle est établie. Et là, je dirais, dans un sens large, deux aspects bien différenciés. D'un côté, il y a les côtés, si vous voulez, durs de l'agenda de notre agence, donc la non-prolifération, tout ce qui a à voir avec les armes nucléaires, la possibilité de l'existence de programmes clandestins, et la sécurité, la sûreté des centrales, etc. Et il y a un autre volet, si vous voulez, aussi important, qui est celui des applications. Et quand je parle des applications, je parle de oncologie, médecine nucléaire, application des techniques nucléaires pour l'alimentation, la gestion de l'eau, qui est énorme. C'est en général pas si connu, mais c'est un aspect très important pour beaucoup de pays. Et aussi la question de l'énergie, qui en ce moment revient en force. Exactement. Et donc, pour résumer, il y a vraiment un aspect de watchdog, de contrôle. Exactement. Mais il y a aussi un aspect très positif de promotion et d'aide. C'est ça. Et vous parlez de l'énergie. Ce podcast, on va principalement parler du rôle que l'énergie nucléaire peut jouer dans la production d'énergie. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais structurer un peu le podcast en suivant un fil rouge assez simple, celui du cycle de vie d'une centrale. Okay. Depuis l'élaboration des premiers plans jusqu'au fonctionnement normal, etc. Mais peut-être pour nos auditeurs qui connaissent peu le sujet, j'aimerais rappeler le fonctionnement de base d'une centrale nucléaire. Oui. C'est un fonctionnement qui est assez simple. C'est un fonctionnement semblable à une centrale à charbon ou une centrale à gaz. On va produire de la chaleur. Avec cette chaleur, on va obtenir une machine thermique qui va nous permettre de produire du travail qu'on va transformer en électricité. Et par exemple, une silhouette assez caractéristique d'une centrale, c'est la tour de refroidissement, qui se retrouve aussi dans des centrales de production d'énergie, charbon ou gaz. Mais il y a quelques spécificités très particulières et c'est sur celles-ci qu'on va se concentrer pour le nucléaire. D'abord, c'est pas simple de construire une centrale nucléaire. Commençons par le début. Imaginons que vous êtes un pays qui n'avait pas de centrale nucléaire. Peut-être vous avez des universités techniques, mais vous n'avez pas forcément d'institut nucléaire ou de filiale. Par où est-ce qu'on commence pour créer ça et comment est-ce que l'AIEA entre en jeu pour soutenir ce développement? Oui, c'est très pertinent comme question parce que il y a des pays, surtout récemment, qui s'élancent ou essayent de le faire dans les grands projets de commencer un programme nucléaire pacifique génération d'énergie, et cela demande toute une série de choses qui vont, à partir qu'une décision est prise politiquement parlant, parce que ça commence par là, il faut analyser toute une série de questions
Et il faut, comme vous faites pour le podcast, il faut établir des paramètres et avoir des définitions de différentes phases. Il y a des phases qui ont à voir avec l'infrastructure que les pays peuvent ou ne peuvent pas avoir. Ça dépendra. C'est une chose si on se retrouve dans un pays au milieu du tableau. Au milieu du tableau. Du tableau du développement D'accord. ou de n'importe quelle métrique économique ou sociale, disons, avec une certaine base technologique, etc. Ou un pays qui a moins de ça. Donc, il faut voir quel est le type d'infrastructure. Il faut aussi doter à ces pays d'une capacité régulatrice qui est très importante. Institutionnellement parlant, parce que c'est vrai que l'AIEA fait beaucoup en termes d'établissement des standards, de sécurité, de sûreté, mais finalement, le nucléaire, c'est une activité industrielle. Et donc, il y a des institutions et des normatives strictement nationales qui doivent s'appliquer. Pour ça, on a un régulateur qui, normalement, doit être un régulateur indépendant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on doit aligner afin de développer un programme nucléaire avec un certain succès. Nous avons, au sein de l'AIA, on a une espèce du manuel de l'utilisateur ou de guide de l'utilisateur nucléaire, ou une espèce de nucléaire pour le DAMIS, qui s'appelle les milestones. Les milestones. Donc, c'est un programme en 19 phases qui va de la prédécision à la mise en marche, la mise en route d'une centrale et les démantèlements, les decommissioning en bon français et tout ce qui suit. Et une question peut-être un peu naïve, mais est-ce que lorsqu'un pays construit sa première centrale, est-ce qu'on lui demande de vous envoyer les plans et est-ce qu'on demande à l'AIEA de valider et de donner son feu vert en disant cette centrale est bien construite, elle ne présente pas de risque? Pas de cette manière, mais d'une manière plus indirecte. D'abord et avant tout, quand un pays a une activité nucléaire quelconque, il doit avoir avec nous un accord de garantie. Un accord de garantie? De garantie, ça veut dire que nous devons inspecter cette centrale ou laboratoire ou installation de conversion minéralogique d'uranium ou n'importe quoi, justement pour éviter la déviation du matériel nucléaire à des fins non pacifiques. Donc ça, c'est déjà une présence avec une autorité de la part de l'AIEA. L'AIEA fait responsable les pays par l'utilisation de ce matériel spécifiquement pour les fins auxquelles exactement. Après, moi je dirais pour ce qui est du choix d'un type de centrale, etc., ce qui arrive normalement, c'est que les pays eux-mêmes ils viennent chez nous pour demander des missions, demander des avis techniques. Mais les autorisations, si vous parlez de ça comme ça, c'est une capacité, une compétence nationale. Il y a les autorités, je ne sais pas si c'est en Suisse ou si c'est en République centrafricaine. Donc il y a une autorité nationale qui doit valider ou pas. Mais dans la réalité, pour ce qui est en particulier des aspects liés à la sécurité et à la sûreté, nous avons beaucoup de travail en amont. Donc, il y a, comme je vous disais, des missions d'examen par des pairs, peer reviews, où l'agence envoie des experts pour
regarder comment ça se passe. Et normalement, bien avant la construction. Par exemple, pour les sites où vous allez mettre votre centrale. Donc, normalement, il y a des aspects liés à la stabilité géologique. Il y a des pays qui sont des pays séismiques. Il y a des pays qui ne le sont pas. Il y a des pays ou des pays qui sont assujettis à des phénomènes comme les inondations, des choses comme ça. Donc, l'agence a toute une expertise pour la détermination d'un site. Et après, l'application des standards de sécurité et de sûreté, c'est une obligation contractuelle, normalement, de tout producteur, fabricant, exportateur des centrales. Non? Et donc, moi, je dirais, il existe une relation très intense entre un pays et l'agence quand un pays commence. Il y a un exemple que j'aime citer parce que c'est un exemple assez spectaculaire, et c'est celui des Émirats. Les Émirats arabes unis qui ont construit des centrales récemment, enfin qui ont acheté des centrales clés en main, il me semble, aux Coréens du Sud. Oui. Et qui ont développé leur programme nucléaire à partir de rien. Et là, si vous voulez, moi je les cite parce que c'est notre élève préféré. Votre élève préféré? Oui, dans le sens qu'ils ont appliqué à la lettre cette méthodologie de l'agence, ces milestones. C'est un cas assez spectaculaire parce que c'est un pays, déjà un pays du Golfe, donc ce n'est pas intuitivement, on ne dirait pas que des pays qui nagent dans le pétrole ou qui flottent sur les gaz vont aller chercher des centrales nucléaires. Il y a des raisons, on peut y revenir. Mais dans leur cas, ils se sont dit, nous voulons faire ça et nous voulons le faire bien. Donc ils sont venus ici à l'agence et ils ont commencé à appliquer étape par étape les 19 étapes ou jalons, si vous voulez, de ce programme Milestones jusqu'à devenir un pays qui aujourd'hui produit un tiers de son électricité à travers la centrale nucléaire de Baraka. Une centrale nucléaire qui produit un site nucléaire qui produit un tiers de l'électricité. D'un pays. C'est assez spectaculaire. Et justement, pour continuer, aujourd'hui, la centrale tourne, la centrale fonctionne. Donc il y a quelque chose qui est très particulier quand même avec le nucléaire. Si vous prenez une centrale à charbon, le charbon n'est pas vraiment un matériel critique. Par contre, pour l'uranium, si. Donc l'uranium, il est extrait de la nature, ensuite il est enrichi pour pouvoir être utilisé comme combustible. Et il y a tout un cycle de vie de ces matériaux. En amont de la centrale, on a ces usines d'enrichissement d'uranium. En aval, on a la gestion des déchets, les stockages. Et c'est le rôle fondamental de l'AIEA de monitorer ce commerce de matériaux. Comment ça se passe concrètement, par exemple, si on prend l'exemple des Émirats arabes unis qui ont lancé leur programme nucléaire, comment ça se passe au jour le jour? Comment est-ce que l'AIEA monitore ces combustibles? Vous venez de l'évoquer avec votre description si précise du cycle du combustible. Ce que vous venez de dire, c'est en fait, dans le jargon technique, c'est les cycles du combustible, donc du minéral au stockage, n'est-ce pas? Donc, nous, il y a un procès de licenciement de la centrale, lequel, comme vous disiez, c'est national, mais normalement, les régulateurs viennent ici aussi informer à propos du processus des licenciements, parce que nous avons aussi une base de données internationale de toutes les centrales qui existent. Et ça, c'est une chose. Et après, il y a les systèmes d'inspection que je vous disais, qui est censé de regarder primordialement la gestion du matériel pour éviter des déviations, mais qui aussi regarde le matériel usager, donc qui est un stockage intérimaire
sur le site de la centrale. Donc, déjà, il y a énormément d'activités qui se dérivent de ces inspections qui vont plutôt en direction de la sûreté et de la sécurité. Et il y a toute cette, je dirais, ces brassages, ces constants des missions d'experts de sécurité, parfois des demandes techniques des opérateurs qui ont un cas intéressant ou qui demandent de la coopération internationale pour une chose ou l'autre. Donc, moi je dirais, c'est une fois qu'un pays commence dans l'exploitation commerciale du nucléaire, le rapport avec l'agence est constant, permanent. Mais concrètement, peut-être question naïve, à quoi est-ce que ça ressemble? Est-ce qu'à l'AIEA, il y a un grand tableau Excel avec la liste de tous les combustibles aujourd'hui en circulation, leur état, où ils doivent aller ensuite? Oui. Et est-ce que vous contrôlez tout, ou est-ce que c'est plutôt vous faites des inspections aléatoires et s'il y a un problème, alors on va chercher plus loin? On contrôle tout. On sait où les derniers grammes d'uranium en Suisse se trouvent. Et on n'est pas constamment là, mais on revient. Et on voit ce qui se passe. Et s'il y a une déviation ou un problème, là, il y a des méthodologies pour déterminer pourquoi ça s'est arrivé. Donc oui, on est les réservoirs, si vous voulez, de toute l'information à propos de toutes les centrales qui existent dans le monde. Il faut quand même se rappeler du fait que, selon le traité de non-prolifération, il y a 5 pays qui ont le droit à avoir l'armement nucléaire. Et donc, si vous voulez, il n'existe pas de risque de non-prolifération parce qu'ils ont décidé de proliférer avant dans les années 40 ou 50 ou 60, n'est-ce pas? Donc là, l'intensité d'inspection est différente, l'obligation est tout à fait différente. Quand même, ces pays ont choisi de se soumettre de manière volontaire, pas dans un esprit de contrôle, parce qu'ils ont l'arme nucléaire de manière, je dirais, légale, peut-être contestable sous d'autres registres éthiques ou politiques, etc. Ça, c'est une autre discussion, n'est-ce pas? Mais c'est légal, c'est tout à fait légal. Donc là, l'intensité d'inspection est complètement différente. Mais on a quand même, par exemple, ils participent activement, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, au forum des régulateurs. Ils informent sur leurs problèmes, ce qui se passe quand il y a n'importe quel, vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui suivent le nucléaire, les problèmes de corrosion dans les centrales françaises dans l'été 2021 ou 2022, je sais pas, tout le monde était au courant, l'agence était là, on regardait ce qui s'est passé. Donc, c'est pas qu'ils sont complètement exempts de tout monitoring international. Et justement, pour venir un peu au dernier point, donc il y a cet aspect qui est très présent dans le débat public. Vous avez parlé quand il y avait de la corrosion dans les centrales françaises. Quel est le rôle de l'AIEA dans les crises, les incidents ou les situations un peu incertaines? Les pays doivent informer. Dès qu'il y a la suspicion d'un problème? Oui. Est-ce qu'il y a une échelle? Quand même, il y a certains problèmes. Non, nous avons un système qui existe. Nous avons, pour des différentes activités, nous avons des systèmes spécifiques d'information, de partage d'informations et d'informations, où les pays, volontairement, mais ils le font tous, informent dès qu'il y a un problème qui est informable, si vous acceptez les néologismes, qui est important. Qui atteint un certain niveau et il faut... Oui, immédiatement. Et c'est, je dirais, dans l'intérêt d'un pays d'informer, parce qu'évidemment, il y a d'abord une responsabilité vis-à-vis de la propre population. C'est un incident technique mineur ou c'est quelque chose qui pourrait avoir des conséquences plus importantes ou pas. Donc les systèmes d'information circulent immédiatement. Et voilà, et ça permet aux autres pays d'être informés d'une manière
Sinon, ça serait très aléatoire. La France informe la Suisse parce qu'ils sont voisins et bons copains, mais peut-être pas l'Argentine parce qu'elle est loin. Je sais pas. Donc, chez nous, il y a tout. Et tout le monde doit informer sur ce qui se passe. Et est-ce que tout le monde peut s'informer? Par exemple, est-ce que la France peut aller à l'AIEA et s'informer de l'état du Oui. parc nucléaire suisse parce qu'ils ont un doute ou qu'ils veulent savoir? Oui, tout ce qui est. Donc, c'est des bases des données publiques. Nous avons aussi, par exemple, au niveau des garanties pour la non-prolifération, cette information, elle est confidentielle. Non, c'est pas. Le grand public n'a pas accès. Mais s'il y a des questions, on répond. Ok. Disons, selon le cas, ou c'est des questions un peu plus délicates. Mais l'information, elle est là. Et la toute fin, si on veut, du cycle de vie de la station, c'est les déchets. Donc les déchets des combustibles, mais il y a aussi certaines structures qui restent radioactives quelque temps. Et ça, c'est un sujet qui est très délicat et d'une certaine manière qui est assez critique pour le nucléaire, pour le développement du nucléaire. Oui. Est-ce que le stockage des déchets en profondeur, c'est suffisant? Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est la seule réponse? Oui, pour l'instant, c'est la réponse la plus efficace. Moi, je dirais, autour de la question des déchets nucléaires, il y a d'énormes désinformations et... De la désinformation? Oui, et des exagérations aussi. Vous voyez, nous avons déjà plus de 60 ans d'exploitation commerciale au monde. Plus de 400 réacteurs. Il n'y a jamais eu un problème avec... Il y a beaucoup de déchets, déjà, aujourd'hui, qui existent, qui sont là, n'est-ce pas? Oui. Donc, moi, je dirais les nucléaires, qui est, je crois, l'activité industrielle peut-être la plus contrôlée au monde, contrôle même ces déchets. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres industries, pas tellement. Mais nous, on contrôle, même on surveille. Moi, j'inspecte aussi les déchets, parce que dans les déchets, il y a de l'uranium, il y a du plutonium, il y a de la matière sensible et vraiment politiquement importante. Donc, la gestion des déchets, c'est la solution. Pour l'instant, la plupart des pays, puisque les volumes sont encore, moi je ne dirais pas négligeables, mais ce ne sont pas des volumes énormes. Donc pour l'instant, la plupart des cas, vous stockez vos combustibles dans la centrale elle-même. Donc ça peut occuper l'espace d'un hangar. Dans la centrale elle-même? Dans la centrale. À côté. Mais c'est un stockage permanent? Non, c'est temporaire. Ça pourrait rester. Et comme je vous dis, on est à plus de 60 ans d'exploitation commerciale. Donc il y a des stockages humides dans l'eau, des piscines. L'eau est une barrière très efficace qui protège énormément. Donc, il y a l'argile après qu'on veut aller sous terre. On laisse la température descendre doucement et après on passe à un stockage aussi intérimaire à sec. Et là, les pays, pour l'instant, la plupart stockent à sec dans le même site de la centrale. Et il y a des pays qui donc commencent à développer les stockages en profondeur, qui est un stockage censé d'être utile pour des siècles. Et donc, nous avons les cas assez réussis de la Finlande. La Finlande, c'est le premier pays qui est au point de licencier. Au point de licencier un dépôt de stockage en profondeur. C'est le premier pays. C'est pas le premier pays qui travaille là-dessus, mais c'est le premier pays qui licenciera et qui commencera vraiment à mettre. C'est une installation assez impressionnante. J'ai eu l'occasion de la visiter. C'est un demi-kilomètre, plus ou moins 500 mètres en profondeur. Et dans des zones
à très haute stabilité géologique. Donc c'est un travail des géologues qui choisissent des endroits où la stabilité géologique est estimée de manière scientifique dans des périodes beaucoup plus longues que l'activité radioactive du matériel. Donc, si le combustible reste actif ou radioactif dans un, disons, à l'échelle des 10, donc on va chercher un endroit qui sera stable pour 20. Donc, On prend toujours une grande marge de sécurité. Énorme. Et ça, ce n'est pas un hasard. Ça, c'est la une science nécessité. de la géologie qui nous aide à... Donc, on a les moyens scientifiquement d'établir si un espace selon argile ou d'autres types de roc ou il y a de cristalline, voilà. Donc c'est le fascinant domaine de la géologie qui nous amène à cela. Donc c'est une activité, comme je vous dis, c'est une activité qui se gère. Donc c'était cette idée que vous avez peut-être entendu qu'on est irresponsablement en train de passer aux générations futures un problème sans les résoudre, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Nous avons déjà une solution, c'est le stockage en profondeur. Ce matériel, il est là. Il perdra graduellement l'activité radioactive. Il y a d'autres pistes qui sont en train d'être étudiées. Et donc, et aussi les designs de réacteurs mènent à des utilisations plus efficaces du combustible et donc, par le biais de ça, à la réduction des volumes. Donc, comme je vous dis, je pense que c'est pas un problème, c'est une question qui se gère comme tout type de... Voilà. Sauf pour les émissions de CO2 qu'on ne voit pas, qu'on ne regarde pas et qui sont en train de brûler la planète. C'est une comparaison qui a du sens, en effet. C'est que si on a une centrale à charbon, les déchets disparaissent dans l'air, mais ils n'ont pas vraiment disparu. Et on voit les résultats. Et donc ça, on a passé un peu en revue, on va dire, le travail que l'AIEA mène depuis des décennies. Et pour la fin de ce podcast, j'aimerais regarder un peu vers l'avenir. Il y a deux questions que j'aimerais vous poser. La première, vous avez parlé des Émirats arabes unis comme élève modèle. On a quand même l'impression qu'il y a de plus en plus de pays qui risquent de suivre cet exemple. On observe qu'il y a quand même une poussée pour plus de nucléaire. On entend la Chine qui a prévu d'en construire énormément, l'Inde qui construit ses premières centrales elle-même avec sa propre technologie. Qu'est-ce qui est en train de changer? Qu'est-ce qui a changé? Typiquement, une question peut-être... Bon, il y a la question des déchets, des risques, il y a la question des opportunités. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans la question du financement des centrales nucléaires? C'est vraiment une question pour nous qui faisons de la politique, on doit valider des budgets. On dit souvent le nucléaire, c'est trop cher. Pourtant, il y a des pays, par exemple la Pologne en Europe, qui investissent dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé ces 10 dernières années sur cette question du financement? C'est une question clé, comme tout dans la vie. Vous êtes dans la vie politique et vous savez que les moyens, c'est l'essentiel pour n'importe quelle politique. On a des choix. On a des choix à faire. Et dans le nucléaire, comme en général dans le monde de l'énergie, qui est très spécifique, la question de coût est fonction de facteurs et des influences différentes. Donc, chaque pays a des structures d'impôts ou d'investissement différents. Donc, là, c'est difficile parfois d'établir une comparaison entre la Suisse, par exemple, ou les États-Unis. Donc, vous avez les grands utilities qui sont là, ou la France, ou d'autres pays, ou la Russie ou la Chine, n'est-ce pas, où l'appareil étatique a tout un... Donc, c'est très juste, comme vous dites, de parler de la question de financement. Pour le financement, vous voyez, il y a quelques jours, 14 banques majeures ont déclaré, JP Morgan et autres, je ne veux pas
trop citer, mais de banques importantes ont mentionné leur intérêt dans l'investissement dans le nucléaire. Et c'est pourquoi ça. Ça, c'est parce qu'ils voient déjà qu'il y a un intérêt croissant et que ça peut être aussi un bon business pour eux, parce que les pays s'intéressent pour des raisons différentes qu'on n'a pas évoquées jusqu'à maintenant, mais ça peut être le changement climatique ou la sécurité énergétique, le désir d'être autonome, etc. Bon, il y a différentes motivations, n'est-ce pas? Mais l'essence à des côtés. Je dirais la question difficile, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est l'implication des instances internationales des crédits et des financements dans le nucléaire qui, traditionnellement, se sont montrées extrêmement réticentes à investir dans les nucléaires. Et pour des raisons, moi je dirais, qui ont à voir avec cette mauvaise réputation du nucléaire ou cette espèce de fausse image du nucléaire comme une technologie dangereuse ou, oui, moi je dirais... Politiquement risquée. Ou politiquement risquée. Donc vous avez, par exemple, des injonctions de dispositions taxatives, parfois, dans la Banque mondiale. Donc je me suis tourné vers la Banque mondiale, qui est la référence. Après, vous avez toutes les banques d'investissement, etc., ici en Europe ou dans le sud global, comme on dit, de nos jours. Mais eux, ils prennent toujours la référence de la Banque mondiale. Et donc, je me suis tourné vers M. Banga, le président de la Banque mondiale, un homme du privé, parce que c'était, comme vous savez, les présidents directeurs généraux de Mastercard, pour ne pas citer. Donc, c'est un homme de business. Je dis, M. Banga, qu'est-ce que vous en pensez? Il a regardé la chose, il a dit, oui, ça n'a aucun sens. Pourquoi? D'où vient cette espèce de réticence? Et donc, on a commencé un processus d'éclaircissement, parce que la Banque mondiale s'est laissée aller par cette idée qui c'est une énergie à problème, plutôt n'est pas quels sont les problèmes? Donc, analysons. Donc, on a commencé, incroyable, pour la première fois. Moi, j'étais invité à parler au conseil, au board de gouverneurs de la Banque mondiale, et vous allez être surpris par les niveaux de questions que j'ai eus qui étaient très basiques dans un endroit censé être un endroit de haute sophistication, mais ce qui montrait que... Par exemple, une question qui vous a surpris? Bon, l'idée qu'un pays peut avoir une centrale nucléaire comme ça et que peut-être il pourrait développer de l'armement nucléaire. Ignorant qu'il existe un traité de non-prolifération, ignorant qu'il existe l'AIEA, qu'on inspecte tout. Donc, il s'est laissé aller par cette idée que c'est quelque chose de... Peut-être si c'est en Suisse ou aux États-Unis, ça va. Est-ce que ce n'est pas lié au final à l'origine de cette énergie? C'était une technologie militaire avant d'être une technologie civile. Il y a un peu de ça. Il y a cette espèce d'amalgame, mais avec cet esprit-là, on ne serait pas dans l'espace, non? À faire la recherche. C'est vrai. Donc, moi, je crois, ou même dans l'aérocommercial, parce que, ça c'est un autre débat très intéressant sur les origines de développement technologique dans notre monde. Oui. Mais moi, je dirais, c'est un travail qu'il faut faire en toute transparence. Nous, en tout cas, à l'AIEA, nous n'avons pas d'intérêt commercial. Nous pensons que c'est une source d'énergie propre. Nous ne prenons non plus l'énergie nucléaire comme la solution de tous les problèmes au monde, mais elle joue un rôle. Elle joue un rôle. Et peut-être la dernière question sur le sujet de cette semaine. Il y a une conférence ici à Vienne sur les Small Modular Reactors, les petits, entre guillemets, réacteurs nucléaires. Et donc, pour faire court, c'est des machines pour fabriquer de l'électricité à partir de l'énergie nucléaire, qui sont plus petits, qui pourraient être conçus comme étant annexes aux clients, à des usines, etc. Et là-dessus, j'ai un peu deux questions. Est-ce que pour vous, c'est vraiment l'avenir? Est-ce que c'est vraiment une technologie prometteuse ou est-ce que l'avenir reste quand même les grandes centrales de plusieurs gigawattheures? Et la deuxième question, c'est la suivante. Aujourd'hui, il y a 400 centrales nucléaires dans le monde. L'AIEA doit gérer tous les flux de matériaux de ces centrales. Imaginons que demain, les SMR rencontrent un énorme succès et qu'on passe à 10 000
unités de production nucléaire dans le monde. Qu'est-ce que ça implique pour l'AIEA? Vous aurez un nombre incroyable de matériel à tracer. Et comment ça va se passer? C'est une question fascinante. D'abord, moi je dirais, les petits réacteurs ne sont pas une promesse, ils existent déjà. Ils n'existent pas tellement en Occident, mais ils existent en Russie, ils existent en Chine. Ils sont déjà en opération. Il y a au moins 2 types de centrales de cette taille-là qui existent. Et on est très prêt à avoir, en particulier, je crois, aux États-Unis, mais il y a des modèles ici en Europe, il y a des modèles en Corée du Sud, au Japon, même en Argentine, des designs qui sont en train d'être construits déjà. Donc, comme vous disiez dans la question, c'est très intéressant parce que ça permet d'aller plus vite. Une des choses d'aller plus vite. Dans la construction, est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur entre une centrale classique et un SMR? C'est 10 ans, 1 an, c'est comment? Bon, ça dépend. Et ça dépend aussi si c'est la première ou la troisième ou la quatrième ou la cinquième. Vous savez que ça va beaucoup plus vite en général. Et ça dépend où vous la construisez. Donc, si vous êtes en Chine, peut-être en 3 ans, vous avez une grande centrale. Si vous êtes dans un grand pays occidental, peut-être ça sera le double. Mais les SMR, en comparaison, c'est beaucoup plus rapide? Les SMR, moi je dirais les premiers SMR, ça sera peut-être 3-5 ans de construction. L'idée, c'est d'arriver à des réacteurs, comme on dirait en bon français, à la chaîne, presque. Donc, où on aurait un business model complètement différent, avec des réacteurs très compacts qui seraient transportables. Donc, vous achetez des unités de 10 MW, 30 MW, 50 MW, et donc elles sont modulables. Ils sont petits et modulables. Donc, vous rajoutez en fonction de vos besoins. Si c'est pour donner de l'électricité dans un endroit isolé, dans un pays, grand ou petit. Mais comment est-ce que l'AIEA est prête à gérer cette prolifération? Parce que si on a des réacteurs de 50 MW, il en faut 20 fois plus. C'est-à-dire que le système d'inspection qu'on a évolue aussi, comme la technologie, elle évolue. Et donc, on introduit de plus en plus de l'automation, des systèmes automatiques. On introduit beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, on peut reproduire les fonctionnements centrales et les comportements du matériel. On connaît exactement la quantité de matériel dans une centrale. On a des moyens à distance pour faire des opérations de contrôle auparavant faites par des inspecteurs en présence. Donc, la technique des inspections et des garanties, elle évolue aussi. Et nous sommes en train aussi de suivre ça, même à la base. Vous savez que nous avons tout un système qu'on aimerait avoir appliqué universellement, ce n'est pas obligatoire, mais qu'on appelle Safeguards by Design. Ça veut dire nous travaillons avec les ingénieurs qui conçoivent les centrales, de manière telle à faciliter, à dire introduisez ces systèmes-là, comme ça nous, automatiquement, on peut savoir si l'étanchéité d'un réacteur a été violée ou pas. Et donc, il y a une manière de contrôler ce qui se passe. Donc, on n'est pas préoccupé outre mesure. Évidemment, on se prépare. Bien sûr. On arrive gentiment à la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez envie de donner un mot de la fin sur le nucléaire, les 10-15 prochaines années? Oui, je pense que... Un message. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, les nucléaires jouent un rôle. Dans certains pays, comme la Suisse, très important, un tiers... Que vous connaissez bien d'ailleurs. Que je connais bien, donc où j'ai vécu plusieurs années et j'ai eu des enfants qui sont nés là-bas, donc j'ai un amour particulier pour la Suisse. Et moi, je dirais, donc, le nucléaire a sa place. Le nucléaire est un grand stabilisateur.
moi je dirais je m'empresse de dire qu'ici à l'AIEA, on est très favorable aux énergies renouvelables. Je le dis clairement parce que nous n'avons pas une approche exclusive ou des compétitions. L'ennemi, c'est le réchauffement, la décarbonation. Et on peut le faire d'une manière compatible. Les renouvelables qui sont très importantes, même essentielles, sont intermittentes, évidemment. Et les capacités de stockage d'énergie ne sont pas développées à un niveau qui permettrait d'avoir une matrice énergétique à 100% renouvelable. Donc, plusieurs pays, la plupart des pays, et surtout les économies industrialisées, cherchent à avoir ce qu'on appelle un mix énergétique intégré, où vous avez une partie du renouvelable et quelque chose comme, en anglais encore une fois, excusez-moi, base load. Qu'est-ce qui vous donne la base qui s'éteint jamais, qui est toujours là, en train de tourner. Et vous savez, en Suisse, vous avez Besnau, 1969. Moi, j'avais 9 ans quand Besnau a commencé. Et elle est toujours là. Elle fonctionne merveilleusement. Donc, ça vous dit long en termes de ce que et la stabilité et je dirais la prévisibilité et la confiance que le nucléaire peut vous donner. Donc, je disais, et je le répète, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je crois qu'avec l'émergence des petits réacteurs, il y a un intérêt énorme dans les pays en voie de développement, en Afrique, en Amérique latine, etc., pour ce type de réacteurs. Parce qu'ils savent qu'au fond, avec une petite centrale, vous pouvez alimenter presque un pays. C'est vrai. Et donc, ça devient très intéressant. Et quand vous commencez à analyser les coûts et vous commencez à comparer avec d'autres sources d'énergie. Comme je vous dis, nous sommes un service, nous ne sommes pas un lobby commercial, mais je crois que le nucléaire connaît une phase très intéressante. Et je crois que ça donne vraiment une contribution réelle et pas potentielle à ces problèmes. On enregistre ces podcasts après la publication du dernier rapport des Nations Unies qui nous indique qu'on est loin on est loin du compte. Du compte. On est au double de ce qu'on devrait avoir comme limite supérieure. Donc on est à 3 degrés par rapport au 1,5 qu'on devrait avoir. Donc les parcours, c'est assez dramatique. Et naturellement, moi je dirais, le nucléaire est une solution. Vous avez la chance d'être dans un pays qui a choisi le nucléaire, qui a un nucléaire, qui a un savoir-faire, une tradition. Évidemment, une tradition énorme, un savoir-faire impressionnant. Donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir à visiter les centrales chez vous. Et je crois que ça va continuer à jouer un rôle stabilisateur. Je vois des développements politiques intéressants à ces sujets aussi dans la Confédération. Donc, on les suivra et on accompagnera dans la mesure du possible. Eh ben, merci beaucoup. On suivra aussi les développements. Monsieur le directeur général, un grand merci d'avoir pris le temps d'enregistrer ce podcast. C'était un vrai plaisir, très intéressant. Merci à vous. Merci à vous pour l'intérêt. Merci. Merci. À la prochaine.